Donc, je disais qu'il existait plusieurs algorithmes pour résoudre le problème de minimisation. Donc, l'algorithme du gradient, l'algorithme de Newton, ou bien de Adam, par exemple. Puis il en existe plein d'autres. Et nous, ce qu'on va voir plus précisément, c'est aujourd'hui l'algorithme du gradient stochastique. Donc, dans l'algorithme du gradient stochastique, il y a deux parties. Il y a algorithme du gradient et il y a stochastique. Et en fait, on peut regarder ces deux parties de manière distincte. Et la partie un petit peu, enfin les deux parties sont un peu compliquées, mais disons que ce sur quoi on va se concentrer déjà, c'est la partie algorithme de gradient. Et on va voir après la partie stochastique, comment elle joue et pourquoi on l'introduit. Donc, on va commencer par l'algorithme du gradient. Donc, cette partie algorithme du gradient, on en a déjà parlé. Alors, c'est le truc où je vous expliquais que l'idée, c'est ça consiste essentiellement à trouver un algorithme qui vous permet, lorsque vous êtes à la montagne, hop, 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 voilà, vous êtes à la montagne, il fait beau ou pas beau, peu importe. Là, il y a la mer, hop, hop, hop. Et vous êtes quelque part sur la montagne et vous cherchez à redescendre, à rejoindre Nice avant 18h30. Et donc, la méthode que vous allez employer, si vous êtes à pied, une méthode que vous pouvez essayer d'employer consiste à toujours essayer de descendre. Okay, donc, l'algorithme du gradient, ça s'appelle aussi l'algorithme de descente du gradient, parfois. Et dans ce terme descente, vous comprenez bien qu'il y a cette idée de descendre. Et donc, si vous faites ça, si vous poursuivez votre descente tout le temps, au bout d'un moment, vous allez arriver dans une vallée et vous allez arriver à un minimum de hauteur locale. Donc, il faut imaginer que votre fonction coût, c'est la hauteur. Vous cherchez à la minimiser parce que vous savez que à Nice, vous êtes au niveau de la mer, donc la hauteur, c'est 0. Et que vous ne pouvez pas non plus aller sous l'eau quand même. Vous voulez rester à terre. Et donc, si vous suivez cet algorithme du gradient en descendant tout le temps, vous arrivez à un minimum local. Et a priori, ce qui vous intéresse, c'est le minimum global. Mais dans ce cas-là, on se contente d'obtenir un minimum local. On est déjà bien content d'obtenir ça. C'est déjà un premier pas. Ensuite, si on veut un minimum global, c'est en fait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais on peut développer différentes stratégies pour essayer d'y arriver. Alors déjà, avoir comme objectif d'atteindre un minimum local, c'est en soi intéressant. Alors comment on va faire? L'algorithme du gradient, il a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est une étape d'initialisation. Donc on va choisir un élément x0 qui va être dans Rn.
Ok, donc je vous rappelle que… ah oui, je ne vais pas l'appeler X0, je vais l'appeler W0. Ok, donc le but du jeu, c'est de minimiser J de W. Donc, je me donne un W initial, un guess initial pour les poids optimaux. Puis après, on va faire la partie optimisation proprement dite, qui consiste à, pour chaque itération K entier positif ou nul, on va définir, on va mettre à jour les poids. On va mettre à jour les poids avec la formule suivante. On va dire que WK plus 1, c'est égal au poids précédent, moins alpha, J', enfin, gradient de J, excuse-moi, en W indice K. Où alpha, c'est un réel positif, strictement. Et il n'est pas très grand. Ok. Alors là-dedans, le truc qui est un peu mystérieux pour vous probablement, c'est ce terme-là. Donc, bon, WK, c'est les poids à l'itération précédente. WK plus 1, c'est les nouveaux poids une fois mis à jour. Alpha, c'est un réel positif. Et bon, ce qui est un peu mystérieux, probablement, c'est potentiellement lui. Et ce terme-là, c'est lui qui donne son nom à l'algorithme. Hein. C'est donc le gradient de J de WK. Ça, c'est le gradient de J en WK. Ce symbole triangle inversé, ça s'appelle gradient. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme de gradient? Donc là, il faut expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Déjà, qu'est-ce que le gradient? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est que le gradient d'une fonction? Non, le mercredi à 8h30 du matin, personne ne sait ce que c'est que le gradient d'une fonction. Moi, ça me dit rien. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Pas que je sache, en tout cas. Ah, mais alors attends, j'entends pas Vincent en fait qui réagit. J'ai un problème de micro encore. J'ai toujours des problèmes de micro et de casque. Attendez, je vais essayer de remettre le son de mon côté. Pour formation, on t'entend, Vincent. Ah, ok. Vincent, oui, tu disais quelque chose? Là, ça marche toujours pas. Ah, bon, au moins ça vient de lui. Ouais. Monsieur. Oui, oui, le problème vient de chez moi. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut parler? Oui. Ouais, ça marche pas. Ça marche toujours pas, là? Pourquoi ça marche pas? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais continuer comme ça. Si vous avez des remarques à faire, utilisez le chat. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. C'est vraiment bizarre. Là, je comprends pas. Désolé.
Alors, j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le gradient. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, notamment à cause de cette histoire de gradient stochastique, et s'y sont peut-être intéressés. Donc, maintenant, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, l'idée, c'est la suivante. Donc, vous considérez la fonction j en w, et vous voulez savoir comment j de w varie si vous lui appliquez, si vous modifiez légèrement w. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si à w, vous lui ajoutez une petite perturbation delta w? Donc, delta w, ici, c'est un élément de Rn, hein, je vous rappelle, hein, c'est un ensemble de poids, mais on va le choisir petit. Je mets petit entre guillemets, ça veut dire que l'ensemble de toutes les coordonnées de delta W, hein, c'est un vecteur de Rn, donc il y a n coordonnées, elles sont chacune pas très grandes, relativement proches de 0. Donc, si à W, j'ai ajouté une petite perturbation, évidemment, ça ne va pas beaucoup, a priori, si ma fonction coût elle est raisonnable, ça ne va pas beaucoup changer ma fonction coût. Hein. Ça veut dire que, essentiellement, j'ai un ensemble de paramètres, j'évalue une fonction j qui dépend de tous ces paramètres, je change un tout petit peu les paramètres, je m'attends à ce que la valeur de ma fonction soit à peu près la même. Ça ne change pas beaucoup. Donc, essentiellement, j de w plus une petite perturbation, ça va être égal à j de w. En première approximation, ça, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, ça ne va pas être exactement ça. Elle va être un petit peu modifiée. Et la modification en question, on peut montrer que pour la plupart des fonctions, si c'est des fonctions raisonnables, c'est de la forme A scalaire delta de W. Alors, A scalaire delta de W, qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est juste le produit scalaire entre un certain A qui va dépendre de W, en fait. Je vais mettre A indice W. Et je vous rappelle ce que c'est que le produit scalaire entre deux vecteurs A et B. Alors, je ne vais pas mettre A indice W, je vais mettre A de W. C'est un truc qui dépend de W. Donc A de W, c'est lui-même un vecteur de Rn. Et A de W scalaire delta de W, c'est le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Donc le produit scalaire, c'est la somme pour i allant de 1 à n des coordonnées de chacun de ces vecteurs. Ça s'écrit comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas exactement égal à ça. Il reste un petit quelque chose qui est encore négligeable par rapport à tout le reste et qu'on note petit e de W. Donc ça, c'est encore un reste petit par rapport aux autres termes. Donc, quand je dis par rapport aux autres termes, ça veut dire que c'est petit par rapport à ça et petit par rapport à ça. C'est pas très grand. Hein. Donc, en résumé, ce qu'on veut dire par là, c'est que J de W plus delta de W, c'est à peu près égal, lorsque la perturbation est petite, à J de W plus une correction qu'on appelle linéaire, donc de la forme A de W, produit scalaire, delta de W. Et ce A de W, en fait, c'est ça qu'on appelle le gradient de J en W. En W, et on le note. Je vais revenir en noir.
ce symbole bizarre, hein, donc le triangle avec la pointe vers le bas, gradient de J de W. Ok, donc ce qu'on a, c'est que J de W plus delta de W, c'est à peu près égal à J de W plus gradient de J de W, scalaire delta de W, et puis après j'ai un reste. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ce gradient de J de W et comment est-ce qu'on peut le calculer? Alors, on va voir ça hein, déjà. Avant d'aborder la question de l'algorithme du gradient, on va un petit peu étudier ce que représente ce gradient. Alors, on va utiliser la formule qu'il y a au-dessus pour essayer d'évaluer le gradient de J de W. Et l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver la formule qu'il y a là. Et puis, on va essayer d'isoler dans cette formule le gradient de J de W. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gradient de J de W, je vais le mettre à gauche. Je vais garder le terme qui contient le gradient de J de W. Puis, je vais mettre les autres termes sur la droite. Donc, je garde mon truc, c'est à peu près égal. Ce n'est pas exactement égal. OK. Et la deuxième chose que je sais, c'est que cette formule, elle est de plus en plus vraie lorsque delta de W est petit. C'est ça le truc. Quand j'ai mis ici que delta de W était petit, en fait, ce que je signifie par là, c'est que la formule qui est là, elle est de mieux en mieux vérifiée quand delta W tend vers 0. Alors, delta W, c'est un vecteur. Hein. Donc, ce que je vais faire pour le faire tendre vers 0, je vais garder un delta W fixe et je vais le multiplier par quelque chose de petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre delta W sous la forme delta, je vais le mettre sous la forme H fois E. Alors, E, ça va être avec H, ça va être un réel, très petit par rapport à 1, et E, ça va être un vecteur de Rn. Donc, je choisis delta W comme ça. Et on voit que lorsque H est très petit devant 1, en valeur absolue, eh bien, on obtient bien ce qu'on veut. Hein. On obtient bien un delta W petit. Alors maintenant, je vais réécrire ma formule. J'obtiens ça. Scalaire H fois E, c'est égal à J de W plus H fois E, moins J de W. Et ce que je peux faire maintenant, ce qui est agréable, c'est que je peux diviser à droite et à gauche par H. Okay, je n'ai pas le droit de diviser par E, hein, parce que E, c'est un vecteur, ça n'existe pas la division par un vecteur. Mais je peux diviser par un réel. Et H, c'est un réel. Donc, je vais diviser à droite et à gauche par le réel H. Et si je fais ça, j'obtiens que gradient de J de W produit scalaire avec E, c'est égal à J de W plus H fois E moins J de W divisé par H. Alors, j'ai mis un égal pile poil alors que c'est toujours à peu près égal. OK. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre formule qui est ici, elle est de mieux en mieux vérifiée. Donc, j'ai juste un à peu près égal lorsque delta W est petit. Donc, plus delta W est petit, mieux elle est vérifiée. Donc, ça signifie ici que comme delta W, c'est H fois E, que plus H est petit, mieux la formule qui est ici est vérifiée. Et en fait, ce qu'on a, c'est que lorsque H tend vers 0, cette formule, c'est plus un à peu près égal, c'est un égal. Elle devient exacte. Donc, on a que le gradient de J de W scalaire E, c'est égal à la limite lorsque H tend vers 0, okay,
du terme de droite. C'est de J de W moins J de W, le tout divisé par E. Voilà. Donc là, maintenant, on a une définition de notre gradient. Donc, le gradient de J en W, il est défini par cette formule-là. C'est-à-dire que pour tout E vecteur de Rn, gradient de J de W scalaire E, c'est égal à la limite, lorsque H tend vers 0, de J de W plus H fois E moins J de W divisé par H. Donc on peut, donc ça c'est censé vous évoquer quelque chose, le terme de droite. Alors pourquoi ça? Alors oui, alors, avant que ça vous évoque quelque chose, je voudrais dire deux petits mots. Donc la première chose, c'est que la formule qu'on a donnée ici, ça permet d'identifier complètement le gradient de J. Donc la formule 1 permet de définir complètement gradient de J de W qui est lui un élément de Rn, c'est un vecteur. Alors pourquoi ça? L'idée pour l'identifier, c'est faire la chose suivante. Je prends différents choix de E et puis j'utilise la formule 1 pour les différents choix en question. Alors par exemple, je vais le faire sur un exemple seulement. Si on a n égale 2, okay, donc ça signifie que le gradient de J de W, c'est juste un vecteur avec deux coordonnées. OK. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir E égale E indice 1, qui va être le vecteur 1, 0. Et puis, je vais choisir une autre valeur pour E, qui va être E indice 2, qui va être évidemment le vecteur 0 et 1. Donc, je vais choisir comme E deux valeurs successives, 1 et 0 et 0 et 1. Donc, si j'applique la formule 1 à la première valeur, E1 appliqué à E1, j'obtiens que le gradient de J de W scalaire E1, c'est égal à la limite lorsque H tend vers 0 de J de… Donc, je vais remplacer tout par leur valeur. Hein, donc, W, il y a deux coordonnées, W1 et W2. Donc, ça va être W1 plus H W2 moins J de W, donc c'est W1, W2, et puis le tout divisé par H. Hop. Et puis, si je fais la même chose pour E2, j'obtiens cette formule-là. Je vais juste copier et coller. Voilà, ça déplace juste le H. Je vais essayer d'écrire ça un peu mieux. OK, donc j'obtiens ces deux formules-là. Et ça va me donner les deux coordonnées de gradient de J de W. Pourquoi ça? Parce que si gradient de J de W, je l'écris sous la forme A1 et A2, OK, c'est un élément de R2, donc il y a juste deux coordonnées. Gradient de J de W scalaire E1, c'est égal à quoi? Okay. C'est égal à A1, A2. Scalaire E1, c'est 1 et 0. C'est le vecteur 1 et 0. Le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est la somme des produits des coordonnées. Donc ça va me faire A1 multiplié par 1 plus A2 multiplié par 0. Et donc, c'est juste A1. Donc ici, je récupère cette valeur-là. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ça. Et pareil pour la deuxième coordonnée. Hein, c'est-à-dire que 1, 10, 2, on va constater que c'est
gradient de J de W scalaire E2. Et donc, c'est donné par cette formule. Et ces deux éléments, ces deux coordonnées A1 et A2, on appelle ça aussi les dérivées partielles de J. Donc, on note en plus D de J, ça se dit D de J divisé par dx1. Donc, D de J sur dx1 de W, ça c'est A1. Et D de J sur dx2 de W, c'est égal à A2. Et D de J sur dx1 et D de J sur dx2, on dit que ça, c'est les dérivées partielles. C'est une définition. C'est les dérivées partielles de J, donc par rapport Excuse-moi. à x1 et x2. Okay, donc x1 et x2 qui sont mes deux coordonnées de R2. Pourquoi tu arraches comme ça? Généralement, souvent, vous utilisez aussi les coordonnées x et y. Hein? J'ai utilisé x1 et x2. Ça dépend comment on appelle notre J. Et là, je devrais dire plutôt par rapport à W1 et W2 d'ailleurs. Bon, je ne vais pas changer parce que W a deux coordonnées qui sont en général W1 et W2. Voilà. Mieux fait de mettre W1 et W2. Ok. Oui. Donc voilà pour la définition du gradient. On va faire quelques applications quand même, mais ça doit vous faire penser à quelque chose. Dans le cas particulier où n est égal à 1. Donc on va juste voir ce qui se passe dans le cas n égale 1. C'est-à-dire que j, c'est une fonction de r à valeur dans R. C'est juste une fonction normale des réels à valeur dans l'ensemble des réels. Donc on voit en appliquant la définition que le gradient de j en x, donc c'est juste un vecteur avec une coordonnée. Donc en fait, on n'a pas besoin de distinguer toutes les coordonnées, on s'en fout finalement de ce petit produit scalaire, il ne sert un peu à rien. Donc ça va être la limite de j de W. Donc on peut prendre E égale juste le vecteur 1. Un vecteur avec juste une coordonnée 1, donc E c'est 1. Donc si j'applique cette formule-là, donc la formule 1, j'obtiens que le gradient de j de W, c'est la limite lorsque h tend vers 0. Donc on applique petit 1 à E égale 1. Enfin bref, c'est pas hyper clair. Il ne faut pas confondre le 1 ici qui fait référence à l'équation et là le 1 entre parenthèses qui fait référence au vecteur E qui ne contient qu'une coordonnée 1. Et donc c'est la limite de J de, alors je vais mettre W toujours ici, J de W plus H moins J de W divisé par H. Hop là. Donc en théorie, cette chose-là est censée vous rappeler quelque chose. Est-ce que l'un de vous peut me dire ce que lui suggère en tout cas, ou ce que lui rappelle le terme qui est ici? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Est-ce que l'un de vous a une idée? Il peut me le mettre dans le chat ou essayer de parler si par miracle ça remarche. Oui, la dérivée de J par rapport à W. Exact. Exact. Donc ça, c'est le taux d'accroissement. Taux d'accroissement. Et lorsqu'on fait à la limite, lorsque h tend vers 0, on obtient la dérivée. Très bien. Donc, en fait, en résumé, ce qu'on a vu ici, c'est que la notion de gradient, c'est une extension de la notion de dérivée, mais lorsqu'on a des fonctions, non plus de R dans R, mais de Rn à valeur dans R. Donc, le gradient est une généralisation
pour les fonctions de Rn à valeur dans R de la notion de dérivée pour les fonctions de R dans R. En fait, c'est exactement la même chose. On va dire qu'une fonction est dérivable de Rn à valeur dans R si elle admet un gradient. OK. On va faire maintenant quelques petits exemples pour voir comment on calcule ce gradient. Calcul du gradient. Donc, juste pour se familiariser un petit peu avec ce que représente ce fameux gradient. Donc, on va le faire pour des cas simples. Alors, je vais mettre des j de x et plus des j de w parce que, en général, les fonctions, on les fait dépendre d'une variable x, donc c'est plus pratique pour moi, parce que je suis habitué. Même si, pour la pratique et dans notre cas, les applications, ça va être plutôt pour les poids d'un réseau qu'on a de W. Okay. Là, je vais mettre J de W de manière générale. Alors, admettons que ce soit la norme de x au carré. Donc, J de Rn à valeur dans R. Donc, quel va être le gradient de J dans ce cas-là? Est-ce que ça admet un gradient ou pas? Et si ça admet un gradient, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir. Okay, donc je vous rappelle que la norme de x au carré, c'est la chose suivante. C'est la somme pour i allant de 1 à n des carrés des coordonnées de x. Donc, les coordonnées de x, je les note xi, donc xi au carré. Donc, on va essayer de montrer que j admet un gradient. Et on va dire que dans ce cas-là, que j est dérivable. Donc, on applique la définition de notre gradient. Okay. Donc, ce qu'on va chercher, c'est on veut montrer que j de w, c'est sous cette forme-là. Je vais copier cette formule. Hop. On veut montrer qu'on a à peu près ça. Alors, je vais remplacer mes w par des x. Parce que je préfère. Bon, admettons que ce soit dérivable, on a à peu près cette formule-là. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est cette quantité-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a calculé cette quantité-là, on va la comparer à j de x. Et ce qui va nous rester, ça va être justement le gradient de j de x. Donc, allons-y, on calcule j de x plus delta x. On va lui retrancher j de x. Et du coup, on va obtenir la partie qui est encadrée en vert clair. Donc, j de x plus delta x, c'est la norme de x plus delta x au carré. J de x, c'est la norme de x au carré. Et on va voir ce que donne chacun de ces termes-là. Donc, on va utiliser la formule qui nous donne la norme au carré. Donc, c'est encore égal à la somme pour i allant de 1 à n de xi plus delta xi au carré moins xi au carré. Je vous rappelle que donc, delta x, c'est un élément de Rn, et de même que x. Donc, x et delta x, c'est des vecteurs. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va essayer de développer l'expression xi plus delta xi au carré. Et pour ça, on utilise nos identités remarquables. Donc, on sait que ça, c'est encore égal à xi au carré plus 2 fois xi fois delta xi
plus delta xi au carré. Et puis, à tout ça, on retranche xi au carré pour tout i. Alors, ce qu'on constate immédiatement, c'est qu'on peut simplifier le terme xi au carré ici avec le moins xi au carré qui est là, pour obtenir que j de x plus delta x moins j de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme sur i allant de 1 à n de 2 fois xi fois delta xi, je vais décomposer ça en deux parties, plus la somme pour i allant de 1 à n de delta xi au carré. Alors maintenant, je vais essayer de décrire chacun de ces termes de manière un peu plus condensée que ça. Alors, je vais faire ça en deux étapes, on va y aller très doucement. Déjà, je vais mettre, vous voyez que ici, je peux mettre le 2 en facteur de cette somme. Je vais mettre le 2 en facteur de la somme en question. Puis là, je ne vais plus toucher à rien sur le reste de la formule. Ok, alors maintenant, ce terme-là, on aimerait bien l'écrire de manière un peu plus condensée. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat ce que ça représente, ce terme-là? Et comment est-ce qu'on pourrait l'écrire de manière condensée? Si l'un de vous a une idée. Delta somme xi carré. Ouais, alors je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, Alex. Delta somme xi carré. Bon, c'est dommage que mon micro marche pas, que je ne vous entende pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qu'on constate, ce que je voulais avoir comme réponse, c'est que ce terme-là, c'est le produit scalaire, en définitive, entre le vecteur x et le vecteur delta x. Okay, c'est la somme des produits des coordonnées de x et de delta x, et donc c'est juste le produit scalaire entre x et delta x. Donc, c'est 2 fois x produit scalaire delta x. Et le deuxième terme, on peut aussi le simplifier parce que c'est la somme des carrés des coordonnées de delta x, et ça, c'est la norme de delta x au carré. Okay, donc on a cette formule-là, j de x plus delta x moins j de x égale ce truc-là. Ok, donc là, on est assez content, on obtient plus ou moins ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, le terme bleu clair, hein, c'était censé être ce truc-là, donc je vais peut-être essayer de le remettre sous la forme qui est au-dessus pour que ce soit plus facile d'identifier chacun des termes. Donc, je vais rebalancer le terme j de x sur la droite. Et maintenant, alors on a bien notre terme en rouge ici à gauche. On a bien notre j de x ici en bleu. Après, on a deux termes, ok, on n'a pas qu'un terme. Okay. On a un beau terme avec un beau produit scalaire. Donc, a priori, on aimerait bien l'identifier avec justement le bloc bleu ici. Et puis, il nous reste un petit quelque chose. Okay. Il y a un reste. Et le reste, il est petit. Okay. Et c'est pour ça que ce reste-là, on s'en moque un peu. Là, il est lié au fait que ici, on n'a pas une égalité exacte. Hein. Là, j'ai égalité exacte entre les deux termes. Et si je néglige ce terme-là, je vais avoir que le membre de gauche et de droite sont à peu près égales, modulo une petite erreur par rapport à delta x. Hein. Quand delta x est petit, delta x au carré, il est très petit. Donc, c'est une très petite correction. Et donc, je peux la négliger dans un premier temps, ce qui est fait ici. Donc, on a trouvé le gradient de j. Hein. On rappelle que j de x plus delta de x, par définition, c'est à peu près égal à j de x plus
le gradient de j en x scalaire delta x. Okay. Et donc, en identifiant les termes, là, on a notre terme en bleu ici. Et on obtient que delta j de x, c'est égal à 2 fois x dans ce cas-là. OK. Alors là, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais vous nous arnaquez un petit peu à ce stade-là en disant que ce terme-là, c'est précisément ce terme qu'on va négliger et qu'on ne va pas prendre en compte dans le gradient. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pris en compte? Pourquoi on ne se l'a pas inclus? Pourquoi lui, il est aussi petit quand delta x est petit finalement? Bon, on peut avoir l'impression que ça te fait un petit peu embrouillé. Donc maintenant, si on veut avoir vraiment une preuve définitive que le gradient de j, c'est bien ce que j'ai indiqué là, bah, on peut utiliser la définition qui est donnée, ici, hein, vraiment la formule numéro 1, avec la limite, etc. Vous voyez que là, nous, on n'a pas fait de limite du tout, hein, on a fait les choses un peu à la main. Donc, on va essayer cette définition-là, toujours sur la même fonction, et voir si on retrouve bien le résultat qu'on a obtenu ici en utilisant la définition, entre guillemets, naturelle du gradient, okay, sans utiliser des formules de limite ni quoi que ce soit. Alors maintenant, on va utiliser la vraie formule. Alors, je remplace mes trucs par des x. Et je vais faire déjà le produit scalaire avec 1, 0. Donc ça va me donner la première coordonnée de mon gradient. Donc du coup, ça me fait j de x1 et de x2 plus h fois e, donc plus h fois 0,1. Donc ça me fait ici plus h et là plus 0 ici. Attends, je vais y aller doucement plutôt parce que là, je sens que je grille les étapes. Donc avec E1, c'est le vecteur 1, 0. Donc j'applique la formule grand 1. Où E, c'est le vecteur 1, 0. Donc j'obtiens cette chose-là. Okay. Alors maintenant, je vais développer la formule qui est à gauche. Donc c'est encore la limite lorsque h tend vers 0. De j, donc x, c'est le vecteur x1 et x2. Il a deux coordonnées, x1, x2. Et je lui ajoute h fois le vecteur E1. Donc ça veut dire que la première coordonnée, j'ajoute h fois 1. Et la deuxième coordonnée, j'ajoute h fois 0. Donc h fois 0, je n'ajoute rien en fait. Là, ici, j'ai j de x1, x2. Et le tout, je le divise par h. Donc maintenant, j de x, on a vu que c'est la norme du vecteur au carré, donc c'est la somme des carrés des coordonnées. Donc j'obtiens pour le premier x1 plus h au carré, auquel j'ajoute x2 au carré. Et je retranche à tout ça la somme des coordonnées du vecteur x1, x2. Donc je retranche x1 au carré plus x2 au carré. Et le tout, je le divise par h. Alors, on continue. Donc là, déjà, ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'on peut simplifier les x2 au carré à droite et à gauche. Donc, il ne me reste plus que des termes en x1. Et donc, j'obtiens que c'est la limite lorsque h tend vers 0. Je vais développer le terme x1 plus h au carré. J'obtiens x1 au carré plus 2 fois x1 fois h plus h au carré moins x1 au carré. Et le tout est divisé par h. On continue, on va les simplifications. On peut simplifier le x1 au carré qui est ici avec le x1 au carré qui est là.
Et ce qu'on constate, c'est que sur le numérateur, je peux mettre h en facteur. Donc, je vais mettre h en facteur au numérateur. Donc, ça fait 2x1 plus h fois h divisé par h. Évidemment, maintenant que je multiplie et que je divise par h, je peux simplifier par h. Je peux simplifier par h ici. Et h ici. Maintenant, lorsque je vais tendre h vers 0, bah évidemment, le terme h qui est tout seul, là, tranquille, il va partir. Hein. Donc, la limite de ça, c'est 2 fois x1. Et maintenant, si je faisais la même chose pour gradient de j de x scalaire 0, 1, ce que j'obtiens, c'est, je vais obtenir que c'est la limite de j de x plus h fois e2 moins j de x sur h lorsque h tend vers 0 avec E2, c'est le vecteur 0 et 1, cette fois où il y a 1 sur la deuxième coordonnée et 0 ailleurs. Et si je déroule le même calcul, on va trouver que c'est égal à 2 fois x2 cette fois. C'est le même calcul, hein, il n'y a pas de différence. Et au final, on en déduit que le gradient de j de x est égal à… Donc, gradient de j de x scalaire 1, 0, ça me donne la première coordonnée du gradient de j. Donc, c'est 2 fois x1. Et gradient de j scalaire 0, 1, ça va me donner la deuxième coordonnée de gradient de j, c'est-à-dire 2 fois x2. Le vecteur 2 fois x1, 2 fois x2. Là-dedans, je peux mettre le 2 en facteur, donc c'est 2 fois le vecteur x1, x2. Et le vecteur x1, x2, c'est le vecteur x en fait. Hein. C'est 2 fois x. Et donc, on obtient que le gradient de j en x est égal à 2 fois x en appliquant la formule 1 que je vous ai donnée pour la définition du gradient. Alors maintenant, voyons voir, on dézoome un peu, hop, on va voir. Bon, bah, on est heureux, hein, parce que c'est bien la formule qu'on avait trouvée en utilisant la première expression qui était un peu floue, hein, avec à peu près égal de tout à l'heure. Très bien. Donc là, c'est une application du calcul de gradient, mais c'est les calculs comme en fait, c'est juste des calculs de dérivation tout à fait classiques. Si on sait faire des dérivés par rapport à un paramètre, donc par rapport à un réel comme d'habitude, on peut faire des calculs de dérivation classiques. Alors voyons, maintenant si on le fait version rapide, justement. Donc on a j de x, c'est x1 au carré plus x2 au carré. Le gradient de j de x, je peux le noter, donc d de j sur d de x1 en x, d de j sur d de x1 et d de j sur d de x2, le tout évalué en x. Et donc, ce qu'on a vu, hein, c'est que ces choses-là, c'est les dérivées partielles de j par rapport à x1 et les dérivées partielles de j par rapport à x2, c'est une définition. Et en appliquant la formule, on a vu que d de j sur d de x1, et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la limite de j de x plus h fois e1 moins j de x divisé par h lorsque h tend vers 0. Et donc ça, ce qu'on avait vu, c'était que c'était comme la limite d'un taux de raccroissement et c'était comme le calcul d'une dérivée. Et en fait, ça revient exactement effectivement à calculer la dérivée de j en supposant que la variable que j est une fonction qui ne dépend que de x1. Okay, on suppose que ça dépend que de x1. Okay, c'est parce que quand on a dérivé de j par rapport à x1, la seule chose qu'on fait varier, c'est x1. Et on suppose que les autres variables, c'est-à-dire ici, il n'y en a qu'une, c'est que x2, ce n'est pas une variable, c'est juste un paramètre qui est fixe. Et maintenant, si on fait ça, on a juste à faire des calculs de dérivée normale. Okay, on peut faire ça, le calcul directement.
d de j par rapport à d de x1, c'est juste la dérivée de cette fonction-là, de x1 au carré plus x2 au carré, où x2 au carré, c'est un paramètre, c'est une constante, okay, ça ne bouge pas, ça ne dépend pas de x1. C'est comme un paramètre, ma fonction dépend d'un j, elle dépend d'un paramètre que j'ai appelé x2. Et je dérive ce truc-là. C'est juste une constante. Donc, quand je dérive cette chose-là, quand je dérive la fonction qui a x associe x au carré, je sais que la dérivée, c'est 2 fois x. Bon, là, ce n'est pas x, hein, c'est x1, donc c'est 2 fois x1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, j'ai directement que d de j sur d de x1, c'est 2 fois x1. Et on va voir la même formule lorsque je fais la dérivée partielle par rapport à x indice 2. Okay, donc quand je fais la dérivée partielle de j par rapport à x indice 2, je suppose que toutes les autres variables autres que x2 sont considérées comme fixes. Donc x1 au carré, c'est comme un paramètre qui est une constante. Donc quand je la dérive, ça fait 0. Et la dérivée de x donne x au carré, c'est à nouveau 2 fois x. Donc ça fait 2 fois x indice 2. Et je reobtiens à nouveau que, en quelques lignes de calcul, au final, que le gradient de j de x, c'est égal à 2 fois x1, x2 à nouveau. Voilà, donc là on a vu 3 approches pour calculer le gradient d'une fonction j. Dans les 2 premières approches, en fait, on a fait le calcul hein, vraiment de la dérivée. Et dans la dernière approche, on a utilisé que le fait qu'on savait déjà calculer les dérivées de fonctions d'une variable réelle. Voilà, et on a appliqué ça pour calculer le gradient. Très bien. Alors, maintenant, à quoi ça nous sert ce gradient? Revenons à nos moutons, parce que notre but, c'est quand même, je vous rappelle, de calculer le minimum d'une fonction j de x sur l'ensemble des x appartenant à Rn. Et on a déroulé un petit programme, okay, qui est le programme, il faut que je remonte, une petite méthode, un petit algorithme qui est juste ici, là, coincé au milieu de nulle part. Donc, hop, on va le remettre ici. Et on va le remettre à la fin. Voilà, ça c'est notre algorithme. Et puis, on va l'appliquer à la main. Donc, comme tout à l'heure, je vais remplacer mes W par des X. C'est ce que je préfère, mais c'est juste une question de notation. On va l'appliquer à la main Non, on ne va pas l'appliquer à la main tout de suite. On va déjà voir pourquoi, a priori, ce truc-là, c'est censé fonctionner. Pourquoi ça marche, cette méthode de gradient. Alors, l'idée, c'est que si on applique cette méthode de gradient, ce qui va se passer, c'est que si alpha, c'est un théorème, enfin, il manque un tout petit chouïa dans le théorème, on va voir ce qui manque comme hypothèse. Mais pour alpha assez petit, non d'ailleurs il manque rien presque, on a que j de xk plus 1, c'est inférieur ou égal à j de xk. Donc ça veut dire que lorsqu'on applique notre algorithme, lorsqu'on passe de xk à xk plus 1, on a fait décroître la fonction j. Et on a un peu mieux que ça. Si le gradient de j de xk est différent de 0, pour alpha assez petit, j de xk plus 1, ça va être strictement plus petit que j de xk. Donc, lorsque le gradient n'est pas nul, en appliquant cette méthode qui consiste à mettre à jour x en lui retranchant alpha fois le gradient, eh bien, ça permet de faire décroître la fonction coût, la valeur de la fonction coût, et donc de se rapprocher d'un minimum.
ou en tout cas d'un minimum local. On ne va pas avoir nécessairement le minimum global. Hein. On l'a vu sur notre petit exemple avec la montagne. Là, on aboutissait au fond d'une vallée, mais pas, on n'arrivait pas jusqu'à la mer. Et c'est déjà bien. On est déjà content de réussir à faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit mettre cette hypothèse, par contre, que le gradient de J de xk est différent de 0? Parce que si c'est égal à 0, évidemment, si ce terme-là en orange est nul, bah, xk plus 1, c'est xk. Donc, je ne peux pas gagner quoi que ce soit. Hein. Je ne change pas. Je ne bouge plus. Okay, je ne fais plus rien. Et donc, si je ne fais plus rien, je ne fais plus rien. Je ne vais pas gagner quoi que ce soit. Alors, on va faire une petite preuve de ce théorème. Alors, comment est-ce qu'on prouve ça? Eh bien, on utilise juste notre petite formule de dérivation, de définition du gradient. Donc, la formule de dérivation du gradient, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que j de xk plus 1, bon, en fait, j de xk plus 1, c'est j de xk moins ce truc-là. Okay. C'est xk plus 1, c'est xk moins alpha fois le gradient de j de xk. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas utiliser ma formule de gradient, je vais juste utiliser la définition de xk plus 1. Et ça, je sais que c'est à peu près égal, hein, avec mes trucs de gradient. Si ce terme-là, ça c'est petit. Alors c'est petit, pourquoi? Parce que j'ai alpha qui est petit. Donc ça c'est petit, donc je peux utiliser le fait que ce truc-là, c'est à peu près égal à j de xk plus le gradient de j de xk, produit scalaire, avec le machin qui est en bleu. Hein, sauf qu'il y a un moins avec. Hein. Donc, produit scalaire moins alpha de gradient de j de xk. Et puis, il y a un petit truc qui reste, mais je m'en fous, j'ai mis à peu près égal ici. Hein. Donc, je vais réécrire cette chose-là. Donc, c'est j de xk. Je vais mettre le moins devant quand même. Le alpha, c'est juste un réel. Hein. Donc, lorsqu'on a un produit scalaire, on peut le mettre en facteur. Donc, je vais le mettre en facteur de gradient de j de xk, produit scalaire avec le gradient de j de xk. Okay, donc là, ce que j'observe, c'est que j'obtiens, sur le terme que j'ai rajouté ici, ma perturbation de j de xk, c'est alpha fois le gradient de j de xk, produit scalaire avec lui-même. Et lorsque je fais le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, ce que j'obtiens, c'est la norme au carré. Donc, ce truc-là, c'est encore égal à j de xk moins alpha fois la norme de gradient de j de xk au carré. Ou en l'occurrence, le terme qui est ici, là, ce gradient de j de xk scalaire, gradient de j de xk, c'est la somme du carré des coordonnées du gradient de j. Donc, en particulier, ce que je sais, c'est que c'est un terme qui est toujours positif. Okay, ce terme-là, c'est positif, et j'ai même que c'est strictement positif si le gradient de j est différent de 0. Ça ne peut pas être nul. Okay, c'est un truc, c'est strictement positif. Et donc, du coup, j'ai j de xk et je lui retranche un truc strictement positif. Hein. Si je multiplie par alpha, j'ai alpha qui est aussi strictement positif. C'est moi qui l'ai choisi et je l'ai choisi justement strictement positif. Et petit. Donc, je multiplie deux trucs positifs. Même si les deux sont petits, j'obtiens un truc positif, non nul, que je retranche à j de xk et je vais obtenir donc quelque chose qui est plus petit que j de xk. Ce truc-là, c'est plus petit que j de xk. Et donc, j'obtiens que j de xk plus 1, c'est bien inférieur ou égal à j de xk. OK? Donc ça, c'est pour alpha assez petit. OK, vous voyez que là, le raisonnement ici, pour passer de là à là, il a fallu que je remplace le à peu près égal par un égal, hein, pour pouvoir comparer j de xk plus 1 avec j de xk.
Ça, j'ai le droit de le faire en définitive lorsque alpha est assez petit. Okay. À peu près égal qui est ici, c'est pour alpha petit. Bon, on pourrait le faire de manière un peu plus rigoureuse, mais ce n'est pas très intéressant. Il faut plus avoir un petit peu à l'esprit ce qu'on fait. Bon, ben, l'idée, c'est toujours la même chose. Hein. Après, visuellement parlant, on peut aussi représenter ça comme tout à l'heure. Ok, on a notre bonhomme qui est là. On descend le long du gradient. On obtient une nouvelle valeur. Et on voit que si le gradient de J, en fait, c'est ce qui pointe dans la direction de plus grande pente. Okay, si on avait une carte avec les ISO lignes de notre montagne, ce sera un petit peu comme ça. Et puis là, on aura une autre colonne, une autre montagne. On aura peut-être un autre col comme ça. Hop. Donc nous, notre bonhomme, je vais le mettre en bleu. Hop. Bonhomme bleu. Donc le bonhomme bleu serait par ici, par exemple. Et le gradient de J, c'est un truc qui va être en fait un vecteur qui va être perpendiculaire aux lignes d'ISO, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin les isolignes de hauteur, quoi. Ok, et donc le gradient, et il est dirigé vers le sommet. Okay. Le gradient de J, il est comme ça. Et donc il faut imaginer que ici, ça représente la coordonnée xk. Et xk plus 1, ce qui se passe, c'est que je vais dans le sens opposé au gradient sur une petite longueur. Et donc, là, je vais obtenir ici xk plus 1. Okay, donc je vais dans le sens opposé du gradient. Voilà, et donc évidemment, là, j'ai descendu. Hein. Ça veut dire que, essentiellement, ce que je fais, c'est que je descends dans la direction de plus grande descente. Là, tout droit. Puis bon, je vais finir par ici. Si je continue comme ça, de proche en proche, je vais arriver là, et ici, je vais peut-être arriver à un minimum local, une petite vallée, et je vais m'arrêter ici au fond d'un village. OK? Voilà, voilà pour la méthode du gradient. Est-ce que c'est à peu près compris, cette méthode-là? Alors, on peut peut-être… Ah, y a-t-il un lien entre alpha et le learning rate? Oui. Oui, 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 oui. Alors, le alpha, c'est précisément le learning rate. Donc, en machine learning, cela s'appelle le learning rate. Donc, dans le domaine du machine learning et en optimisation, donc l'optimisation, c'est la partie des mathématiques qui s'intéresse à tous les problèmes de minimisation de fonctionnels. Donc, quand on fait minimisation du fonctionnel J, ça c'est l'optimisation. Et ce domaine-là, juste ce problème-là, c'est un domaine des mathématiques qui est utilisé en machine learning. Mais en optimisation, on n'a pas tout à fait le même vocabulaire qu'en machine learning, ou c'est plutôt l'inverse. En machine learning, ils ont leur propre vocabulaire spécifique. Et en optimisation, alpha, cela s'appelle le pas. Le pas de descente. Et en anglais, step. Qui représente plus la réalité, hein, enfin qui est plus proche de ce qu'on peut imaginer quand on se représente le fait que cet algorithme, ça décrit juste une personne perdue sur la montagne qui cherche à descendre, et ce qu'elle effectue à chaque fois, elle effectue des pas successifs, paf, 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 et chaque pas, c'est une itération de l'algorithme de gradient. Voilà.
Et donc, alpha, c'est la taille des jambes. Hein. S'il a des grandes jambes, à chaque pas, il effectue des grands pas. Et s'il a des petites jambes, il va effectuer des petits pas à chaque fois. OK. On va faire juste encore une petite application à la main. De l'algorithme du gradient. Dans le cas très simple où on va être en dimension 1. Donc, où J, c'est une fonction de R dans R. On ne va pas s'embêter avec des fonctions de R2, R3 ou R4. Et puis, on va choisir une fonction assez simple. On va choisir, par exemple, je ne sais pas moi, x carré plus 2x moins 1. Ouais. On va choisir cette fonction-là. Au pif. Et donc, on va appliquer notre algorithme du gradient. Donc, on va choisir un x0. Okay, donc, on va choisir, par exemple, x0 égale 0. Et puis après, on va dire que xk plus 1, c'est xk moins alpha fois le gradient de j. Donc là, le gradient de j, quand on est d'une fonction de r valeur dans r, c'est juste la dérivée de j. Donc, fois j' de x indice k. Alors, il faut que je calcule j'. Donc, j' de x indice, j' de x. Donc, si x est la fonction qui est x associe x carré plus 2x moins 1, je dérive d'abord x carré. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2 fois x. La dérivée de la fonction qui a x associe 2 fois x, c'est juste 2. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Okay. Donc, la j' de x, c'est 2 facteurs de x plus 1. Je peux le mettre un petit peu comme ça, c'est un peu plus simple. Et donc là, j'obtiens que c'est xk moins alpha fois 2 fois x plus 1. OK, fois x indice k. Alors maintenant, du coup, je peux calculer quasiment explicitement xk plus 1 en fonction de xk. Je vais un petit peu simplifier le truc. C'est-à-dire, je vais rassembler les xk à gauche et je vais voir un petit peu ce que ça me donne. Je vais essayer de calculer explicitement xk en fonction de k directement. Okay, comme ça, j'ai une formule générale pour xk direct. Donc, je vais rassembler les xk. J'obtiens que c'est 1 moins 2 fois alpha xk moins 2 fois alpha. Okay, j'obtiens cette première formule qui me donne la valeur de xk plus 1 en fonction de xk. Et maintenant, mon but du jeu, c'est d'avoir une formule. Dans ce cas particulier, on peut le faire, de x indice k qui dépend juste de k. Donc, il n'y a pas une formule récursive. Genre, on me donne un k et paf, je calcule xk direct. Alors, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc un petit peu rusé. Je vais essayer de modifier ce truc-là, de sorte à ce que cette formule ce soit équivalent à savoir si je peux mettre cette formule-là, la réécrire, sous la forme xk plus 1 moins une certaine constante c égale 1 moins 2 alpha xk moins c. Est-ce que je peux trouver un c qui fait ça? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si j'arrive à faire ça, xk plus 1 moins c, je vais pouvoir, lui, l'exprimer très facilement en fonction de k uniquement. Et comme si je peux exprimer xk plus 1 moins c en fonction de k uniquement, évidemment, je vais pouvoir également exprimer xk plus 1 en fonction de k uniquement. Alors, OK, on essaye de mettre ça sous cette forme-là. Est-ce que c'est possible? On va supposer que c'est possible. Donc, si ça, c'est possible, ça m'implique que xk plus 1, c'est égal à 1 moins 2 alpha fois xk. Enfin, c'est équivalent. C'est-à-dire que ça, c'est égal à ça, moins 1 moins 2 alpha fois c, et puis je passe ce c de l'autre côté, plus c. OK, les petites manipulations. Donc, ça fait 1 moins 2 alpha fois xk. Donc, je vais développer ce terme-là. Donc, c'est moins c plus 2 alpha fois c plus c. Et donc, c'est 1 moins 2 alpha xk
Donc, il y a les C qui partent. Donc, c'est plus 2 alpha fois C. Si je n'ai pas fait d'erreur. Je ne crois pas. OK, donc là, ce que je vois, c'est que, ah oui, 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 ça a l'air de marcher. Pour que je passe de là à là, il faut que C ce soit égal à moins 1. Donc, si je choisis C égale moins 1, j'ai bien que cette formule-là, elle est équivalente à, je vais l'appeler la formule 2, à xk plus 1. Donc, je prends C égale moins 1, donc ça fait moins C, ça fait plus 1. C'est égal à 1 moins 2 fois alpha, facteur de xk plus 1. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, hein, on refait le développement de ce truc-là. Hein, on va obtenir comme constante 1 moins 2 alpha. Et puis là, j'ai le 1 ici qui va se simplifier avec le 1 que j'ai en trop dans 1 moins 2 alpha pour retrouver le moins 2 alpha. Donc, c'est super. Et maintenant, avec cette formule-là, c'est très simple parce que pour passer de xk, le tout plus 1, à xk plus 1 plus 1, ce que je fais, c'est juste je multiplie par 1 moins 2 alpha. Donc, je vais obtenir comme formule que xk plus 1, c'est égal à 1 moins 2 alpha exposant k. Okay, j'ai fait k multiplications successives pour arriver jusqu'au terme k de x0 plus 1. Voilà, j'obtiens ça. Et puis x0, j'ai choisi 0. Donc, ça fait juste 1 moins 2 alpha exposant k. On obtient cette formule. Très bien. Alors maintenant, que se passe-t-il si je choisis alpha petit? Donc, si alpha est petit, et assez petit, ce que je vais avoir, c'est que 1 moins 2 alpha, bon, déjà, c'est positif. Hein, donc, 1 moins 2 alpha, c'est plus petit que… c'est strictement plus petit que 1. Et bon, si je le prends très grand, il peut être très négatif. Hein. Mais si c'est assez petit, il va être aussi plus grand que moins 1. Strictement plus grand que moins 1. Et donc, en particulier, 1 moins 2 alpha, en valeur absolue, il va être strictement plus petit que 1. Je peux même le choisir entre 0 et 1 si je souhaite. Et quand je mets un nombre qui est plus petit que 1 en valeur absolue, quand je le mets à la puissance k avec des k de plus en plus grands, ça tend vers 0. Et donc, on en déduit que la limite de 1 moins 2 alpha exposant k, lorsque k tend vers l'infini, c'est égal à 0. Okay, pourquoi ça hein, si vous avez un nombre plus petit que 1, genre 0,9, et que vous le multipliez plein de fois par lui-même, ça tend vers 0 lorsque k tend vers l'infini. Ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre plus petit que 1. À chaque fois que vous le multipliez par lui-même, il décroît. Pop, 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 pop. Très bien. Donc, j'applique ce truc-là ici. J'obtiens que xk, c'est égal à 1 plus, je vais mettre le 1 qui est ici. Je vais le passer de l'autre côté. 2 alpha exposant k. Et lorsque k tend vers l'infini, ben, le deuxième terme ici, ben, il tend vers 0. Et donc, tout ça, ça tend vers 1. Donc, j'obtiens que la limite de xk, lorsque k tend vers l'infini, c'est égal à 1. Donc là, ce que je viens de montrer à la main en effectuant le calcul manuellement, en général, on n'arrive pas à faire le calcul manuellement. Hein, ici, c'est parce qu'on est dans un cas très particulier et très simple. J'obtiens que la solution de mon algorithme, ça converge vers 1. Et ce que j'affirme, c'est que 1, c'est bien le minimum de ma fonction j. Donc 1, je dis que c'est le minimum de la fonction j qui est là. Alors, on va vérifier c'est quoi cette fonction j. Ce qu'on peut faire, c'est juste faire un petit graphe.
et puis vérifier manuellement que bon, on n'a pas besoin de faire d'algorithme de gradient pour trouver le minimum. Hein. On peut le trouver explicitement le minimum ici. Donc, on va tracer le graphe de la fonction j. On va vérifier que le minimum il est bien atteint en 1. Donc, lorsque je trace le graphe, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le tableau de variation de ma fonction j. Donc, je vais calculer la dérivée de j. La dérivée de j, c'est 2 fois x, parce que la dérivée de x au carré, c'est 2x, plus 2. La dérivée de 2 fois x, c'est 2. Bon, je l'avais déjà fait ici, hein, juste en dessous. Donc, c'est 2 facteurs de x plus 1. Et j'obtiens donc que j' de x, il est positif si x est plus grand que moins 1. Ah, j'ai fait une erreur du coup. on va revenir tout à l'heure. Et que si x est plus petit que moins 1, j'ai j' de x qui est négatif. Ensuite, en x égale moins 1, j'ai j de moins 1, c'est égal à 1 moins 2 moins 1, ça fait moins 2. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait moins 2 en moins 1, et puis en fait, c'est une tête de parabole comme ça. En 0, on peut voir que ça passe par la valeur moins 1. Bon, ce n'est pas tout à fait à l'échelle. Pas la même échelle selon les deux coordonnées. Donc ici, c'est moins 2, et ici, c'est moins 1, etc. Et donc, le minimum, il est atteint en moins 1. Donc, on voit qu'on s'est trompé, parce que j'ai dit que le minimum était atteint en 1. Et ça, c'est tout simplement, je me suis trompé en passant de ce bout-là à ce bout-là. Puisque quand j'ai, pour passer de la formule A à la formule B, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranché 1. Enfin, ce que j'aurais dû faire, c'est retrancher 1 à droite et à gauche. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranché 1 à gauche et j'ai ajouté 1 à droite. Okay. Non, c'est pas bon, c'est un moins 1 ici. Et donc, j'obtiens que la limite de xk, c'est moins 1. Et que je converge bien vers le minimum à l'aide de mon algorithme de gradient. Ok, donc là, c'était juste pour vous illustrer comment fonctionnait cet algorithme de gradient dans un cas pratique. Alors ensuite, ce à quoi il faut faire attention avec cet algorithme de gradient, c'est qu'on n'obtient que des minimums locaux. Okay, donc l'algorithme de gradient ne permet que d'atteindre des minima locaux. C'est évident parce qu'il n'opère que de manière locale. Hein. Il regarde juste. Oui, il y a une erreur de signe vers la fin. Oui, bien vu. Bien vu, Alex. Deuxième chose auquel il faut faire attention quand on utilise l'algorithme de gradient, attention au choix de alpha. Okay. Alpha ne doit pas être choisi trop grand. Donc, c'est d'ailleurs le learning rate. Okay. Donc, on a vu que xk, c'était égal à, on va reprendre la formule, à moins 1 plus 1 moins 2 alpha exposant k. Et tant que la valeur absolue, tant que 1 moins 2 alpha est strictement compris entre 1 et moins 1, on a convergence. Mais si au contraire, on a… donc, bon, ce truc-là, il ne peut jamais devenir plus grand que 1. Donc, le seul truc qui peut arriver où on n'est pas content, c'est si 1 moins 2 alpha, il devient strictement plus petit que moins 1. Alors là, ça diverge complètement.
on voit que cette quantité-là, elle va osciller entre des valeurs très négatives et très positives, et de plus en plus grandes à chaque fois. Donc, et ça revient à choisir un alpha grand. Hein. C'est équivalent à choisir alpha, enfin grand, plus grand que 1. Hein, ouais, si je passe alpha à droite et le 1 à gauche et que je divise par 2, c'est équivalent à dire que alpha plus grand que 1. Okay, donc il faut que alpha il soit compris entre 0 et 1. Et si alpha est plus grand que 1, ça diverge. Donc un alpha trop grand, ça part dans les choux. Après, si on prend un alpha trop petit, on va avoir ici une valeur qui est très proche de 1. Okay, si alpha est proche de 0, donc on va obtenir 0,99999 par exemple. Et 0,99999, quand je le mets au carré, bah, c'est toujours très proche de 1. Ça ne va pas beaucoup décroître. Donc, ça va décroître très, très, très lentement. D'accord? Donc, on a envie de choisir un alpha quand même un peu gros. Et là, par exemple, le alpha optimal, c'est dans notre cas, donc, qui permet la convergence la plus rapide, bah, c'est si on prend alpha égale à 1,5. Alors lui, il est génial parce que si je prends alpha égale à 1,5, bah, j'ai x1, c'est déjà égal à moins 1. Okay, donc en fait, on obtient que xk, pour tous les cas positifs, hein, ça va être moins 1 plus 0. Okay, donc c'est moins 1. Okay, moins 1 plus 0 exposant k. Donc pour k strictement positif. Hein. La formule ne marche que pour les cas strictement positifs. Et 0 exposant k, ça fait 0. Donc, vous voyez que l'alpha optimal, c'est l'alpha, ce n'est pas le plus grand alpha possible non plus, hein, parce que le plus grand alpha possible, c'est essentiellement 1, mais c'est c'est la moitié de la valeur maximum. L'optimal, c'est la moitié de 1. Donc, ça peut être un bon guide hein, lorsqu'on cherche un learning rate. C'est on augmente le learning rate jusqu'à ce que l'algorithme entre dans une zone où ça diverge, où ce n'est pas bon. Et ensuite, on choisit simplement de diviser le learning rate par 2 et on utilise ce truc-là. Alors, ça marche dans ce cas très particulier-là. En général, cette méthode ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir le pas optimal en disant je regarde jusqu'à quand c'est stable. Je prends la valeur maximum de stabilité, je la divise par 2 et j'utilise ça comme learning rate. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, ça donne une approximation qui est, avec les moyens du bord, la moins mauvaise. Okay. Voilà. Si on veut quelque chose de plus précis, il faut faire quelque chose de vraiment plus compliqué que ça. Donc, c'est une bonne approximation. On peut choisir ça. Voilà. Si on n'a pas d'autres éléments sous la dent, c'est rapide. On peut prendre ça et ça donne dans beaucoup de cas quelque chose de relativement raisonnable. Je ne dis pas que c'est parfait, mais… Ok, juste un dernier petit mot peut-être, parce que là, on n'a fait que la partie gradient. Donc, on a vu ce que c'était que l'algorithme du gradient. Et puis, on dit que ce qu'on utilise, c'est l'algorithme du gradient stochastique. Donc, ça, c'est OK, ça on a vu, on vient de voir ce que c'est. Et il reste cette partie-là. Qu'est-ce que le stochastique a à faire là-dedans? Alors, étant donné qu'il nous reste 1 heure de cours et que 1 heure et quart de cours et que j'aimerais bien faire quand même un peu de TP, ça, ce sera pour la fois prochaine. Donc, on va maintenir un peu le mystère. On verra ce que signifie le stochastique dans l'algorithme du gradient stochastique. Ok, donc je vais m'arrêter là pour la partie cours. On va entamer la partie TP. Donc TP, il y a 2 exercices, exercice 1 et exercice 2.
Donc TP 4, on en est. Alors, on ne va pas faire les 2 exercices en 1 heure, hein. Donc, ce que je vous demanderai de faire, c'est de faire l'exercice 1. Et l'exercice 2, on va le laisser de côté, on le fera la prochaine fois. À la prochaine séance, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on va faire une petite pause. En tout cas, moi, je vais faire une pause. Je vais vous diviser en breakout room pour faire le TP. Le TP est disponible sur le Moodle comme d'habitude. Et avant qu'on ne fasse une pause et qu'on ne passe à la séance TP proprement dite, est-ce que vous avez des questions? Donc par chat, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à faire marcher mon micro. Alors, peut-on choisir… Alors, attendez. Hop. Donc, Danny demande si on peut choisir la breakout room. Oui, 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 vous pourrez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire aléatoirement. Et ensuite, si vous voulez changer de breakout room, vous me demanderez et je vous affecterai la breakout room que vous voulez. Voilà. Et bon, au début, je vais vous affecter au hasard. Parce que si je dois affecter tout le monde à la main, je ne vais pas m'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives soit au déroulement de la séance de TP qui va venir, soit à ce qu'on a vu sur la méthode de gradient? OK. Bon, alors je stoppe la vidéo, l'enregistrement.